Interview BO par Benoît Bazirico. Je suis avec Rob, compositeur de Vie privée de Rebecca Slotowski, donc 5e long métrage, ensemble, une relation donc particulière, durable. D'ailleurs, vous avez pu déjà dire que la relation, vous considérez cette relation comme un tout. Vous tissez comme ça un fil et vous retrouvez Rebecca à l'endroit où vous êtes quittés. Le fil, comment il est là-dessus, avec quels éléments vous retrouvez Rebecca et vers où vous allez de nouveau? C'est marrant d'employer cette image de fil, parce que déjà, oui, je continue de penser qu'on tisse encore quelque chose. Et pour moi, dans Vie privée, on a vraiment prolongé cette idée de fil en travaillant pour moi dans quelque chose qui est presque proche de la couture. Et de ce qu'on a fait pour ce film-là, c'est vraiment de travailler sur la matière de l'image et de la broder et de la travailler vraiment sur la matière elle-même. Là où d'habitude, dans nos œuvres précédentes, on était dans quelque chose qui était de l'ordre d'une autre dimension au film, qui baignait un petit peu dans des thèmes, dans des musiques, qui venaient amener une compréhension, je dirais, presque comme une troisième dimension, voilà, de compréhension au film. Là, on est vraiment dans l'image, dans l'instant présent. Et j'ai l'impression qu'on suit le personnage en temps réel. Donc c'est vraiment travailler comme si on avait cousu sur la pellicule, vraiment une musique qui l'accompagne à chaque instant. Et donc après le cuir et le métal de Belle Épine, après le béton de Grand Central, après le tapis dans Planétarium, là ce serait donc le tissu. Le tissu et je dirais le bois, c'est une matière qui a été évoquée souvent. Donc on retrouve du marimba, des castagnettes. Je crois que Rebecca avait l'intuition qu'il fallait quelque chose de très concret, de très réel. C'est pas un film mental, on est vraiment avec un personnage qui est en mouvement, en action, qui cherche à comprendre quelque chose et qui en fait se perd dans ses propres méandres, mais la musique ne nous amène pas là. La musique est en temps réel, dans une enquête. Elle prend pas en charge la psyché du personnage. Jodie Foster, le personnage principal, imagine des choses, elle a des cauchemars, elle a des visions. Ça ne représente pas ses visions, ça représente vraiment le côté trivial de l'enquête. Il y a même, je crois, un côté un petit peu presque une utilisation de la musique un peu rétro. Il y a quelque chose un peu 50s dans l'idée d'être vraiment presque avec le montage. La musique est un élément du montage du film, plus que de direction artistique ou de narration. Au début du film, l'instrumentation, notamment la flûte, m'a évoqué le ton de la comédie. Une comédie un peu à la De Broca, un peu qui mélangerait l'espionnage à la filature, à du burlesque. Est-ce que c'était une intention ? Absolument. Ce qui est curieux, c'est que dans le deal de départ, c'était un thriller psychologique. Et je pense qu'on fantasmait à la lecture du scénario, sachant que Jodie Foster était la protagoniste principale et qu'elle était psychanalyste et qu'il y avait un meurtre. Je pense qu'on s'imaginait vraiment quelque chose et en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'élaboration que le film n'était pas ce qu'on pensait qu'il serait et que la comédie s'est petit à petit imposée et c'est un film drôle étrangement, mais je crois qu'on était tous assez surpris et en fait il a fallu attendre presque la dernière minute pour composer la musique du film et j'ai passé
des longs mois à chercher, à inventer une musique qui m'a permis de finalement m'en débarrasser pour à la dernière minute coudre sur mesure cette espèce d'accompagnement étrange, rythmé et effectivement assez comédie, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que le côté comédie est apparu plus tard, parce que même dans le jeu de Jodie Foster, parfois on a du décalage, de la dérision. Oui, je pense que c'est quelque chose qui... C'est marrant parce que c'est l'idée de penser que le film a sa volonté propre en fait. Et que peut-être que quelque chose qui était écrit comme un thriller psychologique s'est révélé être dans l'absurdité des situations et dans un désir peut-être des jeux des personnages, s'est révélé être une comédie. C'est génial de se laisser surprendre par ce qu'on fait soi-même. On voit aussi comment la musique peut transfigurer un film, c'est-à-dire qu'en fait une musique aurait pu le rendre réellement thriller psychologique, sauf que là la musique le décale. On a eu cette expérience puisque donc on a essayé... On a longuement cherché vraiment la nature et le sens de la musique dans le film. Et donc il y a un moment où on a testé des musiques de thriller. Et effectivement, on allait vers le thriller. Mais on passait à côté de quelque chose de précieux, qui était le fait de rire et de mettre en avant quelque chose d'absurde. Et j'aime l'idée aussi que tout ça baigne dans la psychanalyse et sur l'absurde. Qu'est-ce qu'on cherche exactement en fait? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Et moi, ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun sens. Mais ça, c'est dur à admettre. Et d'ailleurs, ça rappelle un peu Contact, ce film. Il y a deux Zemeckis où elle cherche quelque chose, elle essaye d'y mettre du sens intime, alors que c'est le cosmos. D'ailleurs, Jodie Foster, évidemment, chez Rebecca Slotowski, c'est un peu comme d'ailleurs Nathalie Portman dans Planétarium. Est-ce que cette figure qui a une cinéphilie avec elle a pu influencer quelque part la musique? Il y a, je pense, chez Rebecca et chez moi aussi par extension, probablement un côté fantasme. Un fantasme de cinéma. Et je pense que c'est quelque chose qui nourrit le désir et qui est au cœur du processus créatif. Il faut avoir du désir pour ce qu'on fait, pour l'œuvre elle-même. Et je pense que la présence de Jodie Foster y a fortement contribué. Ouais, de toute évidence, ça nous a projeté dans un cinéma ample, international, américain. Moi, je pense évidemment au Silence des agneaux et le fait que justement ce soit un thriller psychologique, même s'il tourne en comédie, il y a un écho forcément à son personnage d'enquêtrice qui est assez passionnant. J'ai l'impression que c'est le film avec Rebecca où vous avez justement cheminé davantage que d'habitude, où ça s'est moins décidé aussitôt. Là où d'habitude on travaillait de façon assez instinctive, où vraiment la musique jaillissait à partir d'inspirations faites d'images, de conversations et de l'écriture, du scénario, qui est toujours très, très serré chez Rebecca. Là, il a fallu vraiment attendre que le film existe. Et c'était assez particulier et on trépignait en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas. C'était assez inquiétant même par moments. Et j'ai aimé, ça je pense que c'est le fait qu'on ait une relation au long cours qui a autorisé ça. Ça nous a autorisé à nous perdre en quelque sorte. Et donc il fallait tenir bon et être confiant. Et c'est vraiment, je crois, peut-être l'avant-veille de rendre l'œuvre terminée qu'on a trouvé la musique du film, ce qui était assez inquiétant. Ça doit être très très beau et émouvant de la part de Rebecca Slotowski de se dire que mon compositeur, je me souviens qu'elle disait « il me donne de la personnalité », mais là il a révélé le film quelque part. Je sais pas si moi je le dirais comme ça. Je pense qu'on perçoit les choses certainement différemment. Moi je sais que l'intimité qu'il y a entre nous fait qu'il y a d'une part une confiance et il y avait aussi, je crois, peut-être une peur de ne pas se satisfaire l'un l'autre, quoi. Moi je dis souvent que comme je suis au service du film et là au service de sa créatrice, j'ai envie d'être un bon chien. Et j'ai envie d'être là où on me jette la balle et j'ai envie de bien la rapporter. Et là c'était pas simple, je cherchais la balle dans des hautes herbes en quelque sorte. Et le montage, parce qu'une fois que du coup la musique a donné ce ton et a déplacé quelque part le film par rapport à son intention de départ, est-ce qu'il y a eu une nécessité de retouche de montage pour le rythme? Non, en fait, on a vraiment travaillé à trois, donc Géraldine Mangenot, Rebecca Slotowski et moi, donc la monteuse, la réalisatrice et moi-même. On a travaillé ensemble pour, je dirais qu'on était vraiment comme des petites mains. On a brodé vraiment sur mesure la musique avec le montage. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans une collaboration étroite sur l'image près, vraiment le rythme et tout ça. Et là où d'habitude j'étais plus un concepteur de la musique du film et presque un directeur artistique, là j'étais un fabricant. C'était une autre casquette quoi, que j'ai dû porter et qui exigeait une sorte de technicité, un savoir-faire. Je pense que j'aurais pas pu faire il y a des années. Et là, c'était très, très exigeant de la part de Rebecca. Cette flûte et ces percussions, il y a des moments très très percussifs, m'ont évoqué à la fois le boléro de Ravel et des notes de flamenco.
évidemment, donc il y a beaucoup de castagnettes, donc j'imagine que effectivement ça nous ramène à la péninsule ibérique sans aucun doute, et pour autant, évidemment, ça n'aurait pas vraiment de sens d'évoquer l'Espagne dans ce film, mais je crois que ce qu'on recherchait, c'était surtout quelque chose qui soit extrêmement dynamique, extrêmement concret, donc on entend vraiment une résonance, un bois, et qui soit aussi très sec, très asséché, quoi, quelque chose de très presque simpliste, et qui soit aussi un instrument qu'on peut presque imaginer avoir dans la poche, quoi. C'est pas du tout mental, c'est très concret, c'est réel. Et dans le film, il y a des instruments de musique à l'image, puisque dans des séances de vision, d'ailleurs qui peut rappeler le spiritisme de Planétarium, des séances de vision du personnage incarné par Jodie Foster, elle se voit elle-même porter un violoncelle. Est-ce que là, il y a eu un travail particulier ? Bah là, dès le début, en fait, elle est partie d'un lead de Mahler qui s'appelle Kindertoten. Et donc c'était dans l'écriture vraiment du scénario, voilà, ça participe pour ceux qui verront le film, voilà, vraiment à l'intrigue du film. Donc là, contrairement à ce qu'on avait fait pour Les Enfants des Autres, on était parti de Shostakovich, ou Les Sauvages, on était parti de Rameau. On a écarté volontairement. L'idée n'était pas de faire une extension d'une musique de Mahler, c'était vraiment de faire des moments donc, où la musique existe pour elle-même, mais la musique du film, en quelque sorte, n'existe pas vraiment. Elle fait partie de la fabrication du film. Elle ne cherche pas à tisser une narration supplémentaire. C'était un exercice très différent de ce qu'on a fait auparavant. Dans votre activité de compositeur, est-ce que vous avez fait évoluer votre pratique ? Est-ce que vous passez toujours par le clavier pour trouver de manière intuitive les idées ? Voilà, de Belle Pine à aujourd'hui, j'imagine que voilà, votre travail a évolué. Bah oui, de toute évidence, là, depuis 10 ans, on a commencé à enrichir un petit peu notre palette. Pour autant, en fait, c'est tout le temps différent et tout le temps la même chose. Je ne sais pas comment dire. Comme c'est une relation, donc entre Rebecca et moi, on n'a pas l'impression de changer et pourtant on est tout le temps en mouvement. C'est exactement comme une relation, mais amoureuse en quelque sorte. C'est-à-dire que on n'est jamais figé. On essaie tout le temps de trouver une nouvelle forme de langage entre nous pour explorer un même sujet qui serait son cinéma. Elle, ses inspirations, on essaye de continuer à élargir ce cercle musical autour de ces mêmes idées. On part toujours, effectivement, de nos conversations, on se met au studio ensemble. Elle a participé, là, il y avait des moments où des séances avec des musiciens, où c'est Rebecca qui dirigeait. Elle a beaucoup plus que d'habitude pris la main sur la matière musicale elle-même. Et moi, j'avais l'impression d'être vraiment un artisan à ses côtés pour réussir à la fabriquer, cette idée. Mais je n'étais pas du tout le maestro qui livre mes idées. Là, c'était plus vraiment ensemble. C'est comme si moi, j'avais le marteau et tu vois, le burin à la main pour sculpter la musique qu'elle désirait. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la partition que vous considérez la moins personnelle de la collaboration ? Non, pas non plus, c'est plus subtil que ça, c'est que c'est simplement ma fonction qui change, mais je reste évidemment le compositeur de la musique du film, mais c'est plus comme une danse différente qu'on aurait dansé, tu vois, tu parlais d'un boléro, voilà, c'est plus de cet ordre-là, je sais pas, c'est particulier, tu sais, de film en film, on essaye de prolonger cette conversation et sans savoir où elle mène. Et je crois aussi qu'il faut accepter que, en fait, comme dans le film, ça ne mène nulle part. Quelque chose dans l'ADN de Morricone, dans la manière singulière de juxtaposer des contraires, texture et mélodie, populaire et savant, l'expérimentation toujours. Déjà, évidemment, c'est extrêmement flatteur, donc je te remercie, même si j'en crois pas un mot. Non, c'est génial, merci de me dire ça. Évidemment que Morricone, on admire tous Morricone, c'est certain, et je pense qu'il restera l'un des maîtres d'un média, cinéma, qui est, je ne sais pas comment dire, une sorte de milestone, voilà, dans l'histoire de l'art, vraiment. Ce que j'entends dans ce que tu me dis et qui me touche aussi, c'est qu'effectivement, moi, je crois beaucoup au pouvoir de la contradiction. Et pour moi, quand on dit une chose et son contraire, alors on s'approche de la vérité et de la complexité du monde. Et donc, effectivement, dire à la fois « je veux » et « je ne veux pas »,
et ben, la vérité est quelque part entre les deux. Et donc dire c'est doux et c'est rugueux, bah là on commence à s'approcher de la réelle complexité des sentiments, des sensations et tout ça. Donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je cherche à exprimer. Ce qui est étrange, c'est que c'est pas si complexe en fait. Quand on l'entend, finalement ça paraît assez naturel parce que le monde est ainsi fait, c'est-à-dire qu'on est en permanence dans la contradiction. Donc ça, je suis très heureux que ce soit perceptible. J'ai l'impression qu'il y a comme une accélération ou comme une accumulation d'éléments. Dans quelle mesure vous avez travaillé une narration musicale dans son évolution, malgré le côté unité? Ravel faisait partie effectivement des références citées par Rebecca, et je crois qu'elle rêvait d'un concerto, d'une sorte de, moi j'appelle ça une suite. Donc effectivement, on peut imaginer que c'est une musique qui va avoir un point de départ et qui va petit à petit développer un thème et s'enrichir et naviguer comme ça dans une sorte de composition, vraiment d'orchestration, avec des thèmes qui sont repris, enrichis, étirés. Et il y a effectivement, puisque tu as l'oreille fine, une accélération du tempo au fur et à mesure du film. Donc littéralement, ce thème s'accélère et donc donne, si ça fonctionne, l'idée que l'enquête avance, si je puis dire. Il y a ces moments, on va dire, d'ellipse, où on sent que la musique fait avancer pour dire le temps passe en quelque sorte. Et ça, ce qui est marrant, c'est que ce sont des fonctions musicales, plus que du sens qu'on cherche à donner ou de la sensation, mais vraiment une vraie fonction qui dit le temps passe, par exemple. La musique a ce pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des fonctions presque premier degré de la musique, et chose qu'on avait peu abordée jusqu'à présent avec Rebecca. On était au contraire dans une musique qui est très 2e, 3e, 15e degré, ou vraiment une musique qui nous emporte dans des états émotionnels. Là, c'est le contraire. C'est pas mental, c'est concret. Et en termes de références, au-delà de Ravel, parce que je sais que ce Planétarium, les autres films, elle cite vraiment précisément des références. En fait, Rebecca a besoin, je crois, d'avoir des références précises quand on travaille, parce qu'on sait que pour les réalisateurs, c'est toujours très difficile de parler de musique. Il y a toujours un moment inquiétant pour eux de se dire « mince, voilà un domaine où je n'ai pas le langage. Je ne sais pas comment décrire exactement ce que j'entends. » Donc on se sert pour ça de références précises. Mon travail à moi, c'est d'oublier totalement ces références, tout en comprenant le sens qu'elles y donnent. Donc je m'attache à ne pas m'y attacher et à essayer d'oublier ces références pour juste m'imprégner du sens qu'elle a essayé d'y donner. C'est toute la difficulté du travail de compositeur, hein. On sait bien que c'est rentrer dans un langage où les mots n'existent pas. Il n'y a pas non plus trop d'accompagnement d'éléments visuels, de mouvements dans l'image. Non, je crois que la mise en scène de Rebecca a atteint un niveau de technicité et de savoir-faire très élevé, et que donc elle n'a pas spécialement besoin de la musique pour venir travailler la mise en scène. Là, la musique est réellement... Encore une fois, on est dans l'enquête, on accompagne l'avancée du personnage et rien d'autre. Et ça, c'était très particulier parce que d'habitude, avec Rebecca, on explore vraiment l'intimité, l'intériorité, les choses profondes des personnages. Là, c'est pas du tout le cas. Il a presque fallu que je me retienne. Et Rebecca insistait pour ça. Elle disait non, ça n'est pas mental. Et c'est très tentant parce que ça fait faire je le dis entre guillemets, de la belle musique souvent, quand on rentre dans l'intériorité, dans l'émotion. Et là, c'était pas le sujet. C'était assez difficile pour moi de résister à la tentation d'accompagner l'intériorité de ce personnage qui a évidemment plein de souffrances, qui nous parle d'elle-même et qui parle de Rebecca d'ailleurs. Et donc, il fallait que je me retienne de ne pas céder à l'émotion et d'être uniquement dans l'action.